Pourquoi ne peut-on pas tout dire? Vous vous souvenez sûrement de cette polémique qu'il y a eu en septembre 2020 autour du livre 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui a été changé et qui est devenu Ils étaient 10, ce qui était en fait déjà le cas aux États-Unis un an après la parution de l'ouvrage et en Angleterre en 1985. On s'est offusqué à ce moment-là, certains disaient « on ne peut plus rien dire ». Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est une censure insupportable ou une régulation nécessaire? Pourquoi ne peut-on pas tout dire? Même s'il y a quelques limites, par exemple on n'a pas le droit de diffamer, d'insulter, de porter atteinte à la vie privée, la liberté d'expression est vraiment un droit fondamental dans les sociétés démocratiques. Donc si je vous demande de faire attention à ce que vous dites, de peur de blesser quelqu'un par des propos qui pourraient sembler racistes, sexistes ou homophobes par exemple, vous pouvez assez légitimement avoir le sentiment que je porte atteinte à votre liberté d'expression, justement. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut se dire que le risque de blesser quelqu'un paraît indéfini et même parfois discutable, parce que moi je peux faire une blague et l'autre, en fait, va plutôt entendre justement quelque chose d'offensant. Et finalement, est-ce que c'est de toute façon pas le lot de toute relation humaine que de prendre le risque de provoquer des petites frictions? Et pourtant, vous savez bien aussi que les paroles peuvent produire des effets bien réels. Par exemple, le psychologue américain Claude Steele travaille sur les effets des stéréotypes, notamment sur les minorités dans les études supérieures, par exemple. Et en 1999, il a fait une expérience qui a permis de montrer que les résultats des étudiants et étudiantes à un examen variaient. Si on leur disait, par exemple, que les garçons avaient de meilleurs résultats que les filles en général à ce test, eh bien, effectivement, les filles réussissaient moins bien que les garçons. Mais en revanche, si on leur disait que les résultats entre les garçons et les filles ne variaient pas, eh bien là, les filles avaient des résultats qui égalaient ceux des garçons. Donc là, on voit que ce qu'on dit a un impact direct sur ce qui se passe. Et donc que en risquant de blesser quelqu'un, en agissant du coup sur ses représentations, sur ses émotions, on peut véritablement empêcher l'action, limiter la capacité à agir de l'individu. Et ça porte un nom, c'est la violence symbolique, qui a été théorisée notamment par Bourdieu. Bourdieu, c'est un sociologue français majeur de la seconde moitié du XXe siècle, qui a toujours été engagé dans les enjeux politiques et sociaux de son époque et qui a beaucoup travaillé sur la manière dont se reproduit la hiérarchie sociale à travers, par exemple, l'école ou les pratiques culturelles. Donc, ce qu'il appelle la violence symbolique, c'est les manières dont les rapports de force et de domination sociaux peuvent prendre des formes immatérielles qui, même si ça ne passe pas par la violence physique, sont néanmoins réelles. Cette violence symbolique, justement, elle passe très souvent par la parole et constitue en fait un rappel à l'ordre social qui va conduire les individus à intérioriser, accepter leur propre domination, à rester à leur place. Donc par exemple, si vous vous apprêtez à faire un compliment ou à commenter la tenue d'une jeune fille au travail ou à l'école, par exemple. Bon, après tout, vous me direz, c'est plutôt flatteur, plutôt agréable. Sauf que, comme vous le savez sûrement, les déplacements dans l'espace public sont genrés. Les femmes et les filles sont moins susceptibles d'aller à certains endroits, de sortir à certaines heures, de porter telle ou telle tenue, de peur justement de subir des agressions ou des remarques sexistes ou sexuelles. Donc quand vous commentez sa tenue, en fait, vous la ramenez justement à cette réalité, c'est-à-dire que vous lui rappelez que ce qu'elle porte, et d'ailleurs plus généralement son corps, peut faire l'objet de remarques de la part des autres. Et donc, vous risquez de renforcer l'autocensure qui va justement la conduire à limiter ses déplacements, ne pas sortir à l'heure qu'elle voudrait, ne pas toujours porter la tenue qu'elle voudrait. Prenons un autre exemple, c'est celui qui est donné par la sociologue et romancière Kautar Archi, qui est fille d'immigrés marocains et qui a grandi dans la banlieue de Strasbourg. Et elle raconte comment l'une de ses enseignantes lui dédicace un livre avec ces mots « À ma petite Aram qui doit connaître son histoire ». Ce que raconte Kautar Archi, c'est la violence qu'elle reçoit et face à laquelle elle reste sans voix quand elle lit ces mots, puisque je pense que vous voyez comme moi en quoi est-ce que, au-delà de ces mots qui peuvent paraître un peu affectueux, il y a une assignation identitaire, un rappel à l'ordre social, et donc potentiellement quelque chose qui va
empêcher l'action, qui va conduire à ériger en fait des obstacles pour déployer sa capacité à agir. Donc ce qui se passe quand je dis à quelqu'un quelque chose de blessant, c'est pas juste que j'ai offensé la subjectivité d'une personne. En fait, derrière, ce qui se joue, c'est la violence symbolique, la capacité à agir de certains acteurs sociaux, et donc quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus social. Donc, on ne peut peut-être plus rien dire si par là, on entend qu'on ne peut pas tout dire, tout et n'importe quoi. Mais finalement, c'est peut-être pas si mal.